Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Appuyer les petites et moyennes entreprises, le gouvernement en fait une priorité et ses partenaires l'appuient dans le combat. Une formation est en cours à Conakry. 150 PME sont bénéficiaires de l'expertise. Lutte contre la trypanosomiase humaine. Les acteurs viennent de se retrouver à Conakry. Ils ont dressé le bilan de leurs activités, se sont projetés en 2021 en ligne de mire l'éradication complète de la maladie dans notre pays. Et enfin, sport football, le CELI local se prépare pour le championnat d'Afrique des Nations. La compétition démarre dans quelques jours seulement au Cameroun. Après le drapeau national, c'est le maillot officiel qui vient d'être remis aux représentants guinéens. Voilà donc pour le sommaire. Comment permettre aux petites et moyennes entreprises d'accéder au marché et au financement? 6 modules de formation sont en train d'être dispensés sur la question ici même à Conakry. L'initiative doit permettre aux 150 bénéficiaires de renforcer leurs capacités et de maximiser leur rendement sur le terrain. Le point avec Mohamed Seyar Souma. C'est le début de la mise à niveau des petites et moyennes entreprises. L'opportunité est à saisir pour 150 PME inscrites dans la base de données de la bourse de sous-traitance et de partenariat. Le critère de choix est bien la collaboration de ces entreprises avec les structures étatiques. L'objectif étant de les booster à travers une panoplie de compétences. Nous allons dérouler les 6 modules de formation qui vont de la gestion des ressources humaines, de la gestion des financières, de comment se soumissionner aux opportunités de marché, également sur la gestion de projets pour permettre à l'ensemble des participants de ces PME de renforcer leurs capacités, principalement dans ce contexte de Covid. Ces modules visent la qualification des PME dans l'acquisition des marchés et l'accès au financement, une approche soutenue par l'une des 4 composantes du PRECOP, projet de renforcement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Plus tard, le nombre des PME bénéficiaires pourrait même grandir. Nous allons identifier les besoins de 300 PME. Au terme de l'identification des besoins, nous allons engager un autre processus de formation de 300 PME. Tout ceci pour renforcer la compétitivité, la résilience des PME. Nous sommes évalués à l'aune des résultats que nous donnons, et notamment dans la mise en œuvre des différentes composantes. Et comme je l'ai dit, la composante essentielle aujourd'hui de ce projet, c'est faciliter l'accès au financement pour les PME et l'accès au marché pour les petites et moyennes entreprises. En plus de l'acquisition des marchés et l'accès au financement, la mise en relation des PME avec les multinationales est l'autre objectif. Pour l'atteindre, le PRECOP et la bourse de sous-traitance évoluent en tandem avec l'appui de la Banque mondiale. Depuis 10 ans maintenant, des réformes sont menées à la pharmacie centrale de Guinée. Avec les recommandations du chef de l'État, la PCG obtient des résultats à la hauteur de la mission qui lui est confiée. De la fourniture des médicaments à la construction des dépôts, le changement est perceptible. Vous allez le voir, des efforts salués par les travailleurs au cours d'une cérémonie à Conakry. Samara Tolno. Créée en 1939, la société publique Pharmacie Centrale de Guinée a connu de grandes performances depuis l'accession du professeur Alpha Condé au pouvoir. De 2010 à 2020, des améliorations significatives sont notées tant sur la chaîne d'approvisionnement des structures de santé en médicaments que sur la gestion des ressources humaines. Autour de cette table, les travailleurs de cette centrale se réjouissent des efforts fournis. Aujourd'hui, le personnel de la pharmacie centrale est rajeuni à plus de 80%. Donc, c'était un acquis. Et ensuite, comme je le disais tantôt, il y a eu des renforcements des moyens logistiques. Tout ça, c'est à l'actif des réformes qui ont été engagées. Et tout dernièrement, vous avez suivi qu'il y a eu un décret qui a été pris par le président de la République qui a, disons, couronné toutes les réformes en changeant de statut de la centrale d'achat qui aujourd'hui donne toutes les prérogatives à la centrale de jouer pleinement son rôle en tant qu'instrument de mise en œuvre de la politique pharmaceutique du gouvernement. L'actuel directeur général ainsi que les anciens dirigeants de cette pharmacie reçoivent des mains des travailleurs des tableaux d'honneur de mérite pour leur contribution dans l'avancement de cette société de stockage et de distribution des produits pharmaceutiques. Quand il n'y a pas de pharmacie centrale, il n'y a pas de médicaments. Quand il n'y a pas de médicaments, la prévention est difficile, les soins sont difficiles, il n'y a pas de système de santé et par conséquent,
la population va se porter mal et le moteur du développement, c'est la population. Les autorités nationales ont pris conscience de l'ensemble de ces facteurs et s'investissent et sont en train de s'investir sous la conduite éclairée du chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé. Et il faut franchement, le premier mérite lui revient aujourd'hui. Pour permettre aux populations de bénéficier des médicaments de qualité, plusieurs dépôts régionaux sont rénovés et le siège de la société est en chantier. Et pendant ce temps, je le disais au sommaire, les acteurs impliqués dans la lutte contre la trypano étaient en conclave à Conakry. Ils ont fait le bilan des activités réalisées en 2020 et planifié celles de l'année en cours. Même si les indicateurs se sont améliorés, le seul objectif reste l'éradication complète de cette maladie d'ici à 2030. Bernard Tanguino. C'est la première rencontre entre les acteurs engagés dans la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en Guinée au compte de l'année 2020. Covid oblige, certains partenaires techniques et chercheurs prennent part à la rencontre par visioconférence. Les échanges portent sur les activités réalisées en 2020 et les perspectives pour la nouvelle année. Comme cette année, nos partenaires n'ont pas pu faire le déplacement à cause de cette maladie, n'est-ce pas ? Nous avons organisé cette réunion importante en visioconférence. Donc tous les partenaires étaient vraiment en ligne et nous avons partagé pendant vraiment 2 heures tout ce que nous avons eu à réaliser et tout ce qu'on devrait faire pour l'année 2021. De la lutte antivectorielle qui consiste à éliminer la mouche CC à la lutte médicale, des indicateurs de performance se sont améliorés dans le combat contre la maladie du sommeil en Guinée. Ce, malgré la pandémie du Covid-19. Le taux de contamination est réduit à 75%. On peut dire qu'au cours des 10 dernières années, la Guinée a été un des pays pilotes dans le cadre de la lutte contre la trypanosomiase. Aujourd'hui, nos indicateurs sont tous au vert, la lutte s'intensifie et tous les foyers sont connus et sont sous surveillance. Et nous sommes heureux de constater que d'ici l'échéance fixée par l'OMS en 2030, la Guinée sera au rendez-vous. Le programme a vraiment maintenu et pérennisé tous les programmes en cours, et non seulement ça, mais nous avons pu commencer à préparer l'avenir avec des programmes qui devraient démarrer dès l'an prochain vers l'élimination de la transmission des trypanosomes. Pour éliminer la maladie du sommeil en Guinée d'ici à 2030, conformément aux objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, des essais cliniques de nouveaux médicaments sont annoncés cette année 2021. Santé encore avec cette autre question. Comment réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile en Guinée? Les spécialistes veulent se doter des données fiables sur la question. Et déjà, certains personnels soignants de la capitale et des régions de Kinda et Mamou renforcent leurs connaissances sur la collecte de ces données. Mamadou Saliouba. Avec 550 décès pour 100 000 naissances vivantes, le taux de mortalité maternelle reste encore élevé en Guinée. Les acteurs du système sanitaire veulent changer la donne. Ici, des personnels soignants de Conakry, Mamou et Kindia échangent sur la réalisation des enquêtes sur la santé maternelle, infantile et néonatale. Si nous pouvons mener des recherches au niveau local, sur la base des réalités et des problèmes que nous avons identifiés au niveau opérationnel, et que nous puissions prendre des décisions sur la base de ces recherches-là, je pense que ça nous permettra de résoudre beaucoup de problèmes de santé que nous rencontrons dans notre pays. On veut essayer de voir à travers nos protocoles comment lever les goulots d'étranglement et essayer localement de voir comment on peut réduire, participer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans nos différents districts du pays. Au bout de 6 jours d'intenses débats, ces acteurs de santé sont mieux outillés pour lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. L'action vient conforter l'élan des autorités sanitaires dans l'amélioration de la santé de la population. C'était de renforcer la capacité des acteurs du système de santé pour leur permettre, disons, de pouvoir mener une recherche opérationnelle, c'est-à-dire utiliser les données sur la santé dans leur région, les analyser, identifier les goulots d'étranglement et proposer des solutions
pour améliorer la situation. Nous pensons qu'effectivement, nous pouvons être à mesure dorénavant de pouvoir continuer le processus. On a identifié les thématiques qui sont en rapport avec nos problèmes dans nos différentes zones respectives, mais aussi qui sont en lien avec le plan national de développement sanitaire. D'autres préoccupations, comme la prise en charge des violences basées sur le genre et l'amélioration de l'accès des populations aux structures sanitaires, ont été abordées. La rencontre est pilotée par le Centre d'excellence africain pour la prévention des maladies transmissibles grâce à l'accompagnement de l'Agence belge de coopération ENABEL. Au même moment, le district de Maïta, dans la commune urbaine de Massanta, bénéficie de son tout premier poste de santé. L'infrastructure est réalisée par les fils de la localité et mise à la disposition du gouvernement. La cérémonie de son inauguration a eu lieu ce dimanche. Lancé Kamisoko. L'occasion est historique. À travers cette coupe de ruban, le district de Maïta reçoit sa toute première infrastructure sanitaire. Situé à environ 20 km de la commune urbaine de Massanta, tous les malades de ce village étaient jusqu'ici conduits au centre-ville. Cette cérémonie inaugurale est donc la fin d'un calvaire qui aura trop duré. Nous sommes à 21 km de la ville de Massanta. S'il faut, pour un malade d'urgence, il faut se rendre à Massanta, alors que nous connaissons aujourd'hui la situation, n'est-ce pas, du panier du Guinéen. C'est pourquoi je salue très sincèrement la construction de ce centre de santé. Entièrement construit et équipé, ce poste de santé est le fruit de la synergie d'action entre les fils résidents et ressortissants de Maïta. Nous avons eu à utiliser des fonds qui sont venus des fils du terroir, qui sont à l'extérieur, d'autres sont en Guinée. Et la population aussi nous a aidés. La population de Maïta et de tout Kwémé nous a assistés pour la construction de ce poste. Je suis vraiment impressionné du travail fait par les fils du terroir, parce que c'est ce que tout le monde cherche sur lui. Si les enfants du village font ça, vraiment c'est un grand pas pour l'État. Érigé en district en 2017 dans le cadre de la nouvelle politique de décentralisation, les 1500 habitants de Maïta peuvent ainsi bénéficier des soins médicaux de proximité grâce à l'implication des fils du terroir. Et parlons maintenant protection de l'environnement avec cette invention qui pourra aider les autorités guinéennes. Un de nos compatriotes vient en effet de mettre au point une machine qui peut produire des briques en terre stabilisée. L'initiative devra permettre de préserver la nature et de réduire surtout les coûts de réalisation des infrastructures. Des explications avec Ansman Toumani Kamara. En Guinée, les saisons sèches riment avec l'envahissement des rives des cours d'eau par les fabricants de briques cuites. Cette extraction d'argile pour produire des briques génère des revenus pour les fabricants qui approvisionnent les villes et villages en matériaux de construction. Toutefois, la confection des briques le long des cours d'eau n'est pas sans conséquences, s'inquiètent les conservateurs de la nature. Ça a une conséquence néfaste non seulement sur la vie de la biodiversité aquatique, mais aussi sur le couvert végétal. Premièrement, il y a la déforestation. C'est-à-dire qu'ils vont couper le bois, donc ce qui va réellement diminuer réellement le couvert végétal. Deuxièmement, ils tirent aujourd'hui leur matière première auprès du fleuve. Donc du coup, non seulement ils vont creuser, ces trous-là ne seront pas refermés. Ça va provoquer aujourd'hui ce que nous appelons l'ensablement à travers l'érosion. Aujourd'hui, des solutions s'offrent à ces fabricants de briques cuites pour leur reconversion en groupement d'intérêt économique tout en pratiquant le même métier mais en devenant des acteurs respectueux de l'environnement. Ainsi, l'imagination d'un Guinéen vient de favoriser l'intégration du métier de fabricant de briques cuites dans la révolution technologique. Cette machine Made in Guinée permet de préserver l'environnement et rend moins coûteux les matériaux de construction. Cette machine, c'est une machine qui fait des briques à terre stabilisées, c'est-à-dire c'est le mélange 10% de ciment et 90% de l'argile. La capacité de production de cette machine est 850 briques par jour. La machine est motorisée, l'utilisation est très facile.
surtout dans les zones rurales, parce que la consommation d'énergie n'est pas très gourmande. Ce bâtiment témoin, réalisé en face du Palais du Peuple à Conakry, décrit tous les avantages liés à l'introduction des briques en terre stabilisées BTS dans la construction en Guinée. Un pays sous le poids de sérieuses menaces environnementales. La politique du gouvernement, un toit pour chaque Guinéen, se voit alors confortée dans son élan avec l'usage des briques en terre stabilisées plus commodes aux réalités climatiques du pays. La promotion du bloc de terre comprimé permet également de créer de l'emploi, de réduire le coût actuel de la construction avec l'usage excessif du béton et de sauver les ressources hydriques et forestières de la Guinée. Un mot de justice à présent dans ce journal pour dire que Omar Silla Fonikemenga était ce lundi devant le tribunal de Mafanko. Il est poursuivi, vous le savez peut-être, pour son rôle présumé dans les troubles à l'ordre public au mois de septembre dernier à Conakry. Au terme des débats, le procureur a requis 1 an de prison contre lui. Le compte-rendu d'audience avec Tierno Younoussaba. Il comparait devant le tribunal correctionnel de Mafanko. Omar Silla, alias Fonikemenga, répond des faits de participation délictueuse à un attroupement au mois de septembre dernier à Conakry. Devant le tribunal, ses avocats plaident non coupables des faits à lui reprocher. En termes d'infraction, ça n'existe pas. Donc nous avons plaidé non coupable, nous avons démontré que les faits ne sont pas établis, nous avons sollicité sa remise pure et simple en liberté. Et nous pensons avoir persuadé Madame la Présidente, nous pensons que cette fois-ci, M. Silla sera encore relaxé des fins de la poursuite pour délit non établi. Cependant, le procureur de la République, principal poursuivant dans ce dossier, se dit convaincu de la participation des prévenus dans des troubles survenus en septembre 2020. S'appuyant sur ces accusations, Lansana Sangaré demande une peine d'1 an à l'encontre de Fonikemenga. J'ai démontré à l'audience qu'il est bel et bien coupable de cette infraction. Et j'ai demandé pour la répression, j'ai demandé à Madame la Présidente d'appliquer la loi, rien que la loi, en le condamnant à 1 an d'emprisonnement ferme. Après de longs débats entre avocats et ministère public, la présidente du tribunal a renvoyé l'audience à jeudi pour situer le prévenu sur son sort. Et puis, les femmes font de plus en plus de progrès dans plusieurs secteurs, notamment dans celui des médias. En Guinée, même si l'on ne dispose pas de statistiques officielles, les femmes se font une place importante au sein des rédactions. Elles sont animatrices, reporters et même souvent des responsables. Une ascension qui trouve son explication dans leur dévouement au travail. C'est le grand format de ce journal. Il est signé Saïdou Diallo et Valérie Talimani. En Guinée, le penchant des femmes pour le métier de journalisme s'intensifie. Dans les écoles de journalisme, les rédactions, les studios radio, les plateaux télé, la technique, dans tous les desks, elles sont visibles et actives partout. Elles partagent un idéal commun, la passion, un attrait qui ne passe pas inaperçu. Peut-être à la voix, parce qu'on dit que la voix féminine elle est trop encouragée en journalisme, en matière de journalisme, peut-être à cause de ça. Les femmes n'ont pas cette disponibilité que les hommes, mais à travers la voix féminine, elle est très recherchée en matière de journalisme. Les femmes veulent maintenant s'affirmer, dépasser le sexisme, les stéréotypes et tout, dire que nous aussi nous pouvons devenir des expertes, parce que les femmes expertes ne sont pas nombreuses dans le milieu médiatique. Une chose est sûre, les femmes ont pris conscience, les femmes sont dans les médias parce qu'elles sont capables, pas parce qu'elles ont des belles voix. De par le dynamisme de ces dames, la plupart des jeunes filles restent marquées par leur modèle auquel elles s'identifient. Depuis la libéralisation des ondes en Guinée en 2006, la profession a connu plusieurs mutations. Le monde médiatique s'est démystifié et aujourd'hui les femmes s'affirment de plus en plus dans le métier. Plusieurs occupent des postes de décision et de responsabilité. Une tâche difficile, mais l'avenir du métier reste prometteur selon elles. Vous savez, dans toute chose, c'est la détermination. Quand on veut, on peut. Le journalisme est un métier que j'ai aimé depuis ma tendre enfance. C'était un objectif que je m'étais fixé. Bien sûr, grâce à mon admiration pour certaines grandes figures de la presse africaine à l'époque.
et internationale. Donc cela a forgé ma décision de venir au métier. Voir une femme à la tête dans une rédaction, généralement ça marche, puisque quand la femme elle se donne à fond dans son travail, généralement elle réussit à 90%, pour ne pas dire à 100%. Dans notre pays, les rédactions sont pour la plupart mixtes, excepté celle de Love FM. Ici, le personnel est totalement féminin, un choix éditorial qui met en exergue la féminisation du métier de journaliste. Cependant, cette présence remarquée des femmes n'est pas sans conséquence. Elles font face à plusieurs difficultés dans l'exercice de la profession. Ce sont les pesanteurs, par exemple, dire que tu es femme, tu ne peux pas aller couvrir par exemple un événement tel que les manifestations, en tout cas, ou dire que tu es femme, journaliste, tu ne peux pas participer à une émission politique. Voilà des difficultés auxquelles nous sommes confrontés le plus souvent dans l'exercice de notre métier. Il faut avoir une force de caractère pour se dire non, je suis une femme de médias, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Il faut se mettre au-dessus de tout ça pour être une grande personnalité dans notre métier qui est difficile. Le journalisme, un métier jugé assez contraignant, surtout pour les mères de famille. Concilier foyer et métier, la cohabitation n'est pas souvent aisée. Mais avec la passion et la détermination, certaines s'en sortent plutôt bien. C'est pas évident et tout dépend d'un point de vue organisationnel. Si on est bien organisé, on arrive à s'en sortir. Par exemple, quand moi je suis pas à la maison la journée, je laisse des consignes avant de sortir. Journalistes de télé, de radio ou de site en ligne, ces femmes comptent briser la glace pour inciter les autres dans tous les secteurs à l'émancipation. Pendant ce temps, les médias marchent au rythme des voix féminines sur le continent ou dans le monde. À Africa 24 par exemple, la présentation du journal télévisé est exclusivement réservée aux femmes. Selon plusieurs observateurs, c'est une importante révolution dans les médias. Et voilà qui nous amène à parler d'un mouvement qui est né aux États-Unis mais qui se répand progressivement dans notre pays. Le mouvement NAPI permet aux femmes de réaliser différents types de coiffures à partir des cheveux naturels. Un véritable phénomène de mode que nous expliquent Sarata Kamara et Mamachata Kamara. Des twists, des locks, des panis et tant d'autres coiffures pour être belle tout en restant naturelle. De plus en plus, des jeunes filles et dames tournent le dos aux produits défrisants et optent pour des cheveux crépus et naturels. Au salon de coiffure Pat Natural Beauty par exemple, la promotion des cheveux naturels bat son plein. Ici, coiffeuse, cliente, tout le monde est nappy. Les cheveux crépus, ça j'ai toujours voulu en avoir, mais vu que j'en avais du mal à peigner tout et tout, j'ai dit, vu que je souffre avec, je ne savais pas comment m'y prendre, donc j'ai décidé de défriser pour voir ce que ça allait donner, mais j'ai pas aimé la texture que j'avais au niveau des cheveux tout et tout. Comme Binta, l'entretien des cheveux naturels n'est pas une évidence pour beaucoup de jeunes filles. Les défrisants leur semblent donc être la seule issue seulement. Il est nécessaire que les femmes gardent leurs cheveux naturels parce qu'avec nos produits et les défrisants, ça capte les cheveux. Ça crée des maladies sur la tête qu'on ignore deux fois même. Mais avec le naturel, on a des produits ici qu'on fabrique, nos propres produits, des produits bio naturels que les femmes utilisent pour revenir au naturel. Le processus de retour au naturel est appelé transition. Pour ce faire, une série de traitements est nécessaire. À défaut, nombreuses sont celles qui se débarrassent entièrement de leurs cheveux défrisés et laissent pousser des cheveux naturels. Je compte même me raser complètement pour voir si je peux avoir des cheveux naturels. Parce que là, c'est des cheveux défrisés. Le mot nappy est la contraction des mots anglais natural et happy. Ce mouvement, né aux États-Unis, désigne des femmes noires désirant fièrement garder leurs cheveux naturels.
Un mot de sport à présent et nous allons parler des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations de football. Le CHAN aura lieu cette année au Cameroun avec bien sûr la participation du CIDI local. Après la remise du drapeau, c'est donc le maillot qui a été officiellement présenté ce lundi au siège de la Fédération guinéenne de football. Le point avec Kadiatou Traoré. Partenariat de 2 ans que l'instance dirigeante de football guinéen a signé le 13 janvier dernier avec l'équipementier hollandais Massita. L'objectif est de vêtir les 2 catégories de notre équipe nationale. Il s'agit du CIDI senior et du CIDI local. Dans toutes ces compétitions présentées à la presse, ce nouvel équipementier revient sur le contenu de cet accord qui pour lui est un grand acquis. On a développé un maillot très technique qui est adapté pour le climat de l'Afrique de l'Ouest. On a pris des tissus qui sont très bien pour la respiration et pour la humidité, mais on a aussi fait la caractéristique de Guinée dans le maillot. Comme vous voyez, on a mis l'éléphant qui est le symbole de Guinée. Toujours soucieux pour le développement du football guinéen, la FEGIFOOT se félicite de la collaboration avec cette marque hollandaise. Elle donne le motif du partenariat qu'elle pense être bénéfique pour la visibilité du football guinéen. C'est d'autant plus une fierté pour toute la fédération que ces nouveaux maillots soient présentés à la presse, aux dirigeants de football, à la famille de football, le 12e homme, les supporters, et aussi à toute la Guinée, parce que ces couleurs-là, c'est pour aller les défendre pour le peuple de Guinée. A noter que 4 jeux de maillots sont déjà disponibles. Ils sont à l'image du tricolore guinéen et la couleur blanche symbolise la sainteté. Un autre lot est aussi prévu pour les entraînements des équipes, chose qui est une première en Guinée. Page noire et les obsèques du préfet de Gawal, Elhadj Souleymane Sow, est décédé la semaine dernière des suites de maladie. L'administrateur territorial a regagné sa dernière demeure ce week-end dans la sous-préfecture de Koumbia. Il avait 67 ans. Younoussa Tawel Kamara. La population de la préfecture de Gawal en larmes. Elles pleurent leur fils Elhadj Souleymane Sow. Dans leur oraison funèbre, les autorités régionales de Boké rappellent le rôle important que cet administrateur territorial a joué dans l'apaisement de certaines crises, mais aussi dans le développement socio-économique de la préfecture pendant les 6 dernières années. Avait l'amour de son tiroir. Il n'était pas le plus instruit, le plus expérimenté de tous les hauts cadres de la préfecture, mais à la différence, il était le plus dévoué. Voilà un administrateur territorial qui ne comptait pas ses efforts quand il s'agit de sauver l'honneur, quand il s'agit d'imposer la paix, quand il s'agit de réunir 2 frères, 2 sœurs. Ici, dans le district de Kabylie, sous-préfecture de Koumbia, parents, amis et collaborateurs se sont fortement mobilisés pour rendre un dernier hommage à Elhadj Souleymane Sow. Un moment pathétique pour les parents qui demandent aux populations de Gawal de s'en remettre à la volonté divine. Elhadj Souleymane Sow ne s'est pas éloigné de son territoire en faisant la promotion de son Gawal natal à travers des initiatives et des actions de développement de la localité. Nous demandons aux frères et aux sœurs, collaborateurs, administrateurs, élus locaux, de près ou de loin, de lui pardonner. Il y a eu des manquements dans ces relations de collaborateurs sans se rendre compte dans l'exercice des fonctions. Nous vous demandons pardon. Il faut rappeler qu'en 2015, c'est grâce aux efforts, aux démarches de Elhadj Souleymane Sow, préfet de Gawal, que la CBG a commencé à investir en termes d'infrastructures sociales de base, tant au niveau de la commune urbaine, au niveau de Koumbia et de Wenbo. Né en 1954 à Kabylie, sous-préfecture de Koumbia, Elhadj Souleymane Sow, ancien préfet de Gawal, s'en va en laissant derrière lui 3 veuves et 8 enfants.
Que son âme repose en paix. Amen. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente nuit en compagnie de nos programmes.